Nicolas Young, responsable data études et CRM au Crédit Agricole Alsace Vosges. En fait, j'ai commencé mon parcours par un bac S, après je suis allé en master statistique et données, et ensuite j'ai poursuivi par une thèse et un postdoctorat sur la statistique en application à la biologie, sur l'étude d'un certain type de cancer. Et après, je suis rentré au Crédit Agricole en tant que data analyst, et là, je suis devenu responsable depuis quelques projets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on a une problématique de gouvernance de la donnée. Savoir, en fait, savoir identifier d'où vient la donnée, quelle est sa qualité, comment est-ce qu'on peut améliorer sa qualité. Nous, on a beaucoup de sujets là-dessus. Voilà, est-ce que la donnée est bien renseignée, est-ce qu'elle est de bonne qualité, voilà, pour qu'on puisse l'exploiter, parce qu'avant de l'exploiter, la donnée, il faut être sûr de sa qualité. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir quoi faire de cette donnée. Donc aujourd'hui, on a plein de cas d'usage qui commencent à se multiplier. On a des usages où on va essayer de segmenter nos clients, essayer de savoir, essayer de dresser des profils, essayer de voir quels sont nos clients qui sont épargnants, quels sont nos clients qui sont plutôt digitaux, etc. Essayer aussi de les scorer, savoir quels sont les clients qui sont appétents à quel produit pour aider nos conseillers bancaires à proposer les produits les plus adaptés à nos clients. Et après, les champs d'usage en fait étaient d'abord réservés un peu au marketing et s'élargissent de plus en plus aujourd'hui. On va utiliser la donnée pour faire la détection de la fraude, essayer de détecter les signaux faibles pour être en amont justement de cette fraude. On va l'utiliser pour de la formation, pour faire des moteurs de recommandation dans les formations, dire voilà, bah, vous, en fonction de votre parcours, voilà la formation qui serait le plus adaptée pour vous, etc. Donc on voit que la donnée qui au départ était un usage qui était assez marketing, aujourd'hui se déploie vraiment à tous les services d'entreprise. On est sur les ressources humaines aussi, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais on a ce qu'on appelle l'index d'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, voilà, c'est une vraie question dans les entreprises sur comment est-ce qu'on attribue les promotions, etc., pour établir un maximum d'égalité entre les hommes et les femmes. Je vais prendre un exemple, c'est par exemple l'exemple d'un chargé d'offres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va s'occuper des crédits chez nous ou de l'épargne. Avant, bah, en fait, toutes ces analyses, c'était un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire, ils disaient, tiens, j'ai l'impression que ça et ça. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers la factualisation, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et pour comprendre ce qui se passe, il a besoin d'accéder de plus en plus à la donnée. Et donc, on met en place aujourd'hui un programme qui va lui permettre de requêter très facilement dans notre base de données pour pouvoir comprendre par rapport à ces enjeux les profils des clients qui sont concernés et pouvoir faire des plans d'action qui sont adaptés. On doit avoir à la fois des spécialistes de la donnée, donc ça va être des data scientists par exemple. Donc là vraiment c'est une compétence qui ne peut pas s'acquérir comme ça sans formation très poussée. Et on a de l'autre côté l'ensemble des métiers de l'entreprise qui doivent monter en compétence sur la donnée. Et là tout le monde doit être capable d'utiliser la donnée, de faire des requêtages simples pour pouvoir en fait comprendre son métier. Aujourd'hui, les métiers évoluent et dans cette évolution des métiers, la data prend un rôle de plus en plus important. Sur la donnée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'elle est de plus en plus stockée, de plus en plus utilisée par les entreprises. Et donc il y a un double enjeu, il y a un enjeu pour les entreprises, mais il y a aussi un enjeu aussi pour les citoyens de manière très, très générale, de comprendre comment utiliser cette donnée, de comprendre comment est-ce qu'elle est collectée et aussi comprendre comment est-ce que lui peut s'inscrire, il peut s'opposer à l'utilisation de ces données, comment est-ce que ces données vont être utilisées, comment est-ce qu'elles vont être vendues, enfin voilà, et essayer de comprendre ça, parce que là-dessus il y a un vrai enjeu de société, parce que tout le monde ait conscience de la chaîne de valeur de la donnée pour justement savoir comment est-ce qu'il veut se positionner. Est-ce que je veux protéger ma vie privée en verrouillant le maximum de choses, ou est-ce que je veux à la limite ouvrir les portes et finalement être d'accord que ma donnée soit exploitée à des fins commerciales, dans des schémas de distribution différents. Le jour où j'ai compris l'importance de la donnée d'un point de vue sociétal, c'est le jour où j'ai compris tout ce qu'on pouvait faire avec. Parce que avant de faire mes études, avant de mettre les mains dedans, en fait on se dit on peut faire des choses avec la donnée, mais c'est quelque chose de très abstrait. À partir du moment où on se rend compte de toutes les potentialités, où on se rend compte qu'avec quelques données qui ont l'air anonymes, en fait c'est pas du tout anonyme parce qu'avec un système de corrélation on arrive très vite à identifier très précisément les personnes, on se rend compte beaucoup plus concrètement et précisément de tous les enjeux qu'il y a derrière. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment oui, on peut faire énormément de choses, et oui, si on ne met pas un cadre et on ne met pas une gouvernance là-dedans, on peut vraiment dépasser certaines limites éthiques. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de l'enjeu sociétal qu'il y avait sur la donnée. En fait, il y a une donnée pendant ma thèse, par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on recueillait le sang de patients et on allait regarder leur génome et voilà, quelle est leur séquence ADN, etc. Et là, on était capable de prédire très précisément si ce patient-là allait devenir malade, dans combien de temps, etc.
Donc là, on voit vraiment que avec la donnée, on peut vraiment faire des choses très précises. On a vraiment des marqueurs très précis d'évolution et de pronostic des maladies. Et dans un autre cadre, on était aussi capable, en prenant des séquences d'ARN, c'est-à-dire puisque les gènes communiquent entre eux, et donc du coup en regardant cette communication entre les gènes, on était capable de savoir où est-ce qu'il fallait intervenir pour rétablir un fonctionnement plus normal de la cellule. Enfin, c'est vraiment la donnée en tant que qui va aider la société, ça va aider les patients, ça va leur permettre de guérir. On va aussi permettre de savoir quels sont les patients qu'il va falloir suivre très, très précisément, et ceux on peut leur dire non, vous n'allez pas tomber malade, quoi. Donc ça, c'est vraiment un usage positif. Le premier écueil, et ça on le voit souvent quand on regarde la presse, etc., c'est la confusion entre une corrélation et une causalité. Par exemple, il y avait l'INSEE qui un jour avait fait une statistique qui disait que s'il y a un ascenseur dans ton immeuble, dans ton habitation, tu as plus de chances de divorcer. Évidemment, ce n'est pas l'ascenseur qui déclenche le divorce, c'est simplement que s'il y a plus d'ascenseurs, c'est un ascenseur, c'est que tu habites dans une ville, dans les villes, il y a plus de divorces parce que voilà, il y a plein de choses autour. Et effectivement, la première chose sur laquelle on se trompe souvent, c'est corrélation, ce n'est pas causalité. C'est pas parce qu'il y a deux choses qui varient dans le même sens que forcément il y en a une qui explique l'autre. Parfois, c'est juste lié au hasard. Ensuite, la deuxième chose, effectivement, c'est que quand on fait l'analyse de données, on n'est jamais sûr du 100%. Ça veut dire on donne toujours une probabilité avec un certain intervalle de confiance, mais on n'est jamais en train de dire que on ne va jamais être capable de dire à 100%, toi, tu vas devenir ça. Il n'y a jamais de... On est toujours en train d'estimer des probabilités. La donnée ne doit pas nous enfermer. Ça augmente juste notre pronostic d'acheter un produit, de tomber malade, etc. Mais ça ne peut jamais nous enfermer. Il y a toujours plein d'autres facteurs autour qui vont interagir, qui vont faire en sorte qu'on va tomber à côté ou dans cet intervalle de confiance. Et il y a une sorte de culte de la donnée, une sorte de culte, et parfois on s'y fie un petit peu trop aveuglement. Et on le voit beaucoup avec les sondages quand il y a les présidentielles, etc. Puisqu'en fait, dès qu'un candidat dépasse un certain nombre de pourcentages, du coup il devient important, du coup on va le regarder, et du coup ça va influencer sur derrière sa capacité à se faire élire ou pas. Et donc vraiment, il y a sur la donnée, il y a un peu une sorte de mysticisme aujourd'hui qui fait que dès qu'on a une statistique, dès qu'on a un chiffre, tout d'un coup ça devient presque la vérité. Or, c'est jamais la vérité, c'est toujours une photo, un instant T, avec une certaine marge d'erreur en fait. Et ça, en fait, on le gomme et on veut regarder que finalement se dire ça c'est la vérité absolue pour toujours, et alors que c'est jamais le cas.